Et donc, on va passer à la quatrième intervention. Et c'est Claire Larsonneur qui doit se charger de cette quatrième intervention. Et Claire Larsonneur, elle est maître de conférences hors classe à l'Université Paris 8. Et elle a un certain nombre de travaux sur la traduction, la littérature britannique et contemporaine, les humanités numériques. Elle a publié de nombreux articles et plusieurs ouvrages. Bon, je vais en indiquer un qui est paru en 2020. Et c'est un ouvrage en collaboration et en codirection. Et il est intitulé Subjectivité numérique et post-humain. Et il a été publié aux presses universitaires de Rennes. Et j'ai vu aussi dans son CV qu'elle avait déjà publié toujours en codirection un autre ouvrage en 2015 aux presses du réel qui s'intitulait Les sujets digitales. Et la communication qu'elle va faire aujourd'hui, elle porte sur les enjeux de la diversité linguistique pour les assistants intelligents. Je passe la parole à Claire Larsonneur pour 20 minutes. Merci. On n'entend pas. Là, je pense que c'est mieux peut-être. Voilà, là c'est bon. Donc, je partage l'écran. Voilà. Alors, dites-moi si c'est bien. Oui, oui. Voilà. Donc, merci. Je vais, comme vous l'avez dit, ça fait quand même quelques années que je travaille sur les médias numériques. Et maintenant, j'essaie d'articuler ce travail-là avec le travail que je fais sur la traduction. Et aujourd'hui, je vais vous parler du plurilinguisme dans des nouveaux médias numériques et ce qu'on appelle les assistants intelligents ou les agents conversationnels. Quel est le contexte? Un petit peu un état des lieux. Ben, le contexte, il y a de plus en plus de contenu en ligne dans de nombreuses langues. Si je rapidement, hein, le site qui est offert dans le plus de langues possible, ce serait le site des témoins de Jéhovah en 750 langues, Wikipédia en 287 langues, Google en 149, Facebook plus de 100 langues, et ils se vantent de réaliser plus de 6 milliards de traductions par jour sur plus de 4000 paires de langues. Donc, dans ce paysage un peu foisonnant, il faut parler alors, les assistants intelligents, les agents conversationnels. En anglais, on appelle ça Smart Personal Assistant. Je vais me centrer sur ceux que je connais le mieux. Donc, Alexa, qui est pour Amazon, et Siri, qui est pour Apple. Qu'est-ce que c'est qu'un assistant intelligent? C'est un système qui utilise des entrants comme la voix de l'utilisateur. Donc, en fait, vous parlez au programme, ainsi que des informations sur le contexte pour fournir différents services à l'utilisateur, comme de répondre à des questions en langue naturelle, de formuler des recommandations et de réaliser certaines actions. Donc, ces programmes s'inscrivent dans le contexte plus général de développement de l'IA. Vous avez bien évidemment entendu parler des drones autonomes, des voitures autonomes, peut-être de la reconnaissance faciale. Donc, ils s'inscrivent dans ce mouvement-là et ils intéressent en fait la traduction parce les problématiques qu'ils soulèvent recoupent celles de la traduction parce qu'ils sont basés sur un besoin de compréhension des langues naturelles et de production des langues naturelles. Donc, si vous n'avez jamais utilisé Alexa ou Siri, sera disponible sur votre téléphone, votre iPhone ou votre Mac, Alexa va plutôt prendre la forme d'une sorte de petite enceinte et dans les deux cas, vous les activez vocalement, vous leur parlez. Vous voyez ici qu'ils sont assez récents, moins d'une dizaine d'années, bien évidemment lancés par des entreprises américaines, donc au départ plutôt centrées sur l'anglais, mais pas pour Siri.
Donc, Apple était déjà dans une logique de plurilinguisme dès le départ. Que ce sont des objets, et ça c'est intéressant en termes d'usage social, qui ne se présentent pas comme un logiciel, mais comme une modalité d'interface personnalisée, voire anthropomorphique, et qui s'inscrit dans un univers culturel qui est celui de la science-fiction, mais aussi du savoir universel. Et il bénéficie de financements tout à fait considérables. Je pourrais revenir là-dessus si ça vous intéresse. Et ils proposent, donc outre le fait d'être proposés eux-mêmes en plusieurs langues, certains d'entre eux proposent la fonction traduction. Donc Alexa de l'anglais vers 37 langues et Siri de l'anglais vers 7 langues. À quoi ça ressemble concrètement? Eh bien, si vous êtes sur Siri, et que, comme moi, vous êtes, comment dire, votre ordinateur est un peu calibré sur l'anglais, vous pouvez interagir dans un certain nombre de variantes de l'anglais, donc américain, australien, britannique, irlandais et sud-africain, mais vous remarquerez que vous pouvez choisir votre voie d'interaction. Donc, la voie d'interaction, ça va être la voie du programme, hein, celle dans laquelle le programme va vous répondre. Ça peut être féminin, masculin, mais pas partout. Et on retrouve là un des points intéressants en termes de diversité linguistique, c'est que ces outils sont assez hétérogènes et il y a derrière évidemment des impératifs économiques, mais aussi des représentations culturelles, représentations de l'autre. Si vous regardez Alexa, alors là c'était intéressant, j'ai cherché à entre guillemets me procurer la compétence traduction sur Amazon pour mon ordinateur et vous remarquerez que en fait je ne peux pas l'acheter en France, je ne peux l'acheter que depuis un site, le site américain, hein, vous avez le petit drapeau en haut qui me propose des interfaces en plusieurs langues mais pas le français, et qui me propose d'affiner ma recherche, un filtre seulement en 2 langues. Vous avez donc là une grande hétérogénéité linguistique et des choix qui sont évidemment des choix liés aux zones considérées comme les plus profitables. Donc, vous pouvez voir aussi que moi, ce que j'ai observé, c'est que si je vais sur Siri et que je cherche donc de nouveau sur Apple, que je cherche à modifier la langue de mon interface, donc j'ai le droit, je peux choisir entre une quarantaine de langues, mais dans cette quarantaine de langues, j'ai 9 variantes de l'anglais, qui incluent l'anglais de Singapour, 4 variantes pour le chinois, mais une seule en arabe, celle qui correspond généralement à l'arabe d'Arabie Saoudite, alors que si on regarde dans les standards ISO, il y a plus de 30 variantes de l'arabe listées. Évidemment, le choix un petit peu par défaut de l'arabe d'Arabie Saoudite pour ces produits américains s'explique par des liens commerciaux privilégiés avec l'Arabie Saoudite. Les points importants, et donc là, je suis désolée, j'ai mis le titre en anglais, NMT, NLP. NMT, c'est Neural Machine Translation, et NLP, c'est Natural Language Processing. Et ce que je veux dire ici, c'est que tous les logiciels que vous retrouvez derrière ces assistants intelligents, en fait, relèvent de la même nébuleuse des logiciels de traitement des langues naturelles au sein duquel s'inscrit la traduction neuronale. Et si on regarde les textes, les articles de recherche actuellement publiés, je faisais référence ce matin au travail que je fais sur de dépouillement des textes de recherche, il se confirme que la tendance est à une articulation texte-voix-image. Donc, avec les assistants intelligents, le focus est vraiment sur la reconnaissance de la voix, donc voix-texte, puis texte-voix. Mais si vous regardez plus généralement, l'enjeu, c'est de permettre une navigation très fluide avec l'image,
et les recherches se font également sur l'articulation entre traduction neuronale et ce qu'on appelle en anglais computer vision, donc la reconnaissance des images. Pourquoi? Parce que l'objet de ces recherches, la visée pardon, de ces recherches, ce n'est pas de traduire, mais de permettre la réalisation d'un certain nombre d'actions et par exemple l'articulation avec l'Internet des objets. D'où l'image que vous avez là, où vous avez plusieurs petits outils qui peuvent être déclenchés par Alexa. Donc, le contrôle des climatiseurs, lancer votre télé ou votre chaîne Hi-Fi, et même le diffuseur de parfum que vous avez en bas, j'espère que vous le voyez. Bon. C'est-à-dire que on a un multilinguisme réel, mais non pas à visée d'échange conversationnel, mais à visée pratique. L'objet principal de ces agents, c'est d'enclencher d'autres actions, pas vraiment de discuter ou de produire des contenus linguistiques. Et là, on a une différence considérable avec ce qui se passait il y a une dizaine d'années. Je fais référence au rapport de Jocelyn Pierre sur la langue au cœur du numérique, tout à fait intéressant, qui mentionnait déjà les interfaces homme-machine, mais il y a une dizaine d'années, ce rapport datait de 2007, on n'avait pas encore les réseaux sociaux, et en 2007, c'était l'année de lancement de l'iPhone. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec Alexa et Siri? Vous pouvez déclencher un minuteur, vérifier vos courriels, trouver un restaurant près de chez vous et réserver. Tout ça déclenché par la voix. Et vous pouvez traduire. J'ai découvert cette fonction. L'anecdote est rigolote, non pas parce que moi-même j'utilise Alexa, mais parce que la nounou de ma fille, qui est totalement francophone, ne parle pas aucune autre langue, investit dans Alexa et s'amuse à faire traduire Alexa pour ma fille qui est bilingue, et sous forme de jeu. Et on retrouve là aussi un point qui a été discuté ce matin, qui est le fait que tout est évidemment centré sur l'anglais, traduire de l'anglais vers d'autres langues, et que le choix des langues vers lesquelles on traduit est là aussi extrêmement hétérogène. Si je regarde la liste que propose Alexa, il y a 2 variantes du français et français du Canada. Il y a les principales langues de l'Union européenne, bien sûr, mais vous allez avoir le basque, le gallois, le flamand, et puis vous allez avoir l'islandais. Tout ça sans vraiment de rationalité qu'on puisse distinguer comme ça de manière claire. Donc très rapidement, pour résumer, on a un positionnement linguistique de ces outils qui est limité mais évolutif. En 2-3 ans, en 3 ans, Siri a rajouté 2 langues dans ses possibilités de traduction, qui est extrêmement hétérogène et qui est surtout à visée anthropomorphique, c'est-à-dire que lorsque vous discutez avec Alexa ou Siri, si vous avez l'occasion de tester, vous avez l'objectif et que vous ayez l'impression de discuter avec un être humain, que cette part d'incarnation permet en fait, donc je cite, c'est donc la citation est en anglais. A conscious mechanism wherein people infer that a non-human entity has human-like characteristics and warrants human-like treatment. Et l'objectif, autre citation, cette fois de McCown, is to align minds by being interesting, creative and humorous. Aligner les esprits en faisant preuve de créativité, en proposant des contenus intéressants et en proposant de l'humour. Alors, comment ils font ça? Entrons dans la boîte noire. Comme je disais, c'est de la computation prédictive, là où on retrouve vraiment les mêmes fonctionnements que pour les logiciels de traduction neuronale. Donc, discrétisation des énoncés, analyse statistique, compression d'informations, extraction des résultats, et tout ceci dans l'objectif, bien évidemment, industriel d'une optimisation des coûts. Donc, concrètement, les mots sont transformés en ce qu'on appelait en traduction neurale, c'est des tokens, mais les énoncés verbaux
le flux de la voix va également être discrétisé en petites unités qui ne sont pas les phonèmes qu'utilisent les linguistes. Comment est-ce que ça nous est rendu? Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mix homme-machine. Je prends un exemple d'interaction vraiment standard avec Siri, puisque vous pouvez lui demander le temps qu'il va faire. Au lieu d'appuyer sur votre app météo, vous déclenchez Siri, vous lui demandez. Donc, Hey Siri, what's the weather going to be like? It will be sunny with a high of 78. Looks like a great day to go outside. Ce que vous avez en jaune, c'est ce que le programme va aller récupérer automatiquement sur des sites de météo, en l'occurrence des sites de météo américains, là. Donc, mais ce que j'ai mis en orange, looks like a great day to go outside, est une séquence prescriptée, puisque quand vous interagissez avec ces programmes, vous allez avoir de la génération automatique de langage. Ça, c'est la machine qui produit les énoncés. Mais ils vont aussi puiser dans un petit panier de la ménagère où vous allez avoir toutes sortes d'énoncés qui auront été conçus par les ingénieurs et les linguistes qui ont travaillé et qui vont être réinjectés. Donc, des phrases humaines qui vont être réinjectées dans l'interaction. Ça implique de faire quoi? De nettoyer les interactions en amont, parce que comme pour la traduction neuronale, ça fonctionne en s'entraînant sur d'énormes corpus. Ces corpus, ils doivent être nettoyés des scories, ce qu'on appelle en informatique le noise. Donc, par exemple, les répétitions de mots ou les mots mal prononcés. Il faut savoir que typiquement, un outil comme Siri, pour faire la voix britannique, ils vont enregistrer 15 heures de texte avec un acteur britannique. Mais après, il va falloir évidemment nettoyer des E, des A, des mauvaises prononciations, etc. Et à ce nettoyage technique va s'ajouter un nettoyage idéologique, qui est le nettoyage de tous les éléments potentiellement offensants, c'est-à-dire jugés offensants par l'entreprise américaine, qui rend compte à la loi américaine. Donc là, je vous ai juste mis une citation des instructions de Apple pour les gens qui développent des applications qui pourraient être téléchargées sur l'App Store. Elles ne doivent pas inclure de contenu offensant, cruel, perturbant, destiné à dégoûter, de très mauvais goût ou tout simplement louche. Par exemple, bien évidemment, tout ce qui est pornographique, tout ce qui est l'usage illégal des armes ou la mention des armes, tout ce qui est pourrait humilier, intimider ou causer des dommages à des personnes ou à des groupes de personnes. Vous ne pouvez pas montrer des personnes ou des animaux qui seraient torturés ou même tués, mais vous ne pouvez pas non plus, et là c'est le point 1.1.5, mettre des inflammatory religious commentary, donc des commentaires de nature religieuse destinés à échauffer les esprits, ni des misleading quotations of religious texts. Donc, il faut savoir qu'en termes de diversité des expressions, les interactions avec ces agents sont nettoyées en amont. Et je vous en donne un petit exemple. J'ai fait cette expérimentation pour un autre colloque il y a 1 mois et j'ai demandé à Siri de me traduire une phrase qui est modérément offensante en anglais britannique. How do I say bloody hell that fucking cunt just skipped the queue? Qui est en français, je le traduirai moi. Non mais j'hallucine, cette connasse m'est passée devant dans la file d'attente. Quelque chose de ce genre-là. Ce qui est intéressant, c'est que Siri ne le traduit pas. C'est traduit par Google Translate, c'est traduit par DeepL, mais ce n'est pas traduit par Siri. Ce qu'il fait, c'est qu'il me renvoie vers d'autres sites. Et ces autres sites que vous avez à l'écran sont liés. Quels sont les 13 jurons préférés de Bob l'éponge, ou bien sont liés en fait à mon profil d'utilisateur. J'ai montré ça à des collègues et ils m'ont dit « Ah bah oui, ton Siri sait que tu es linguiste ».
puisqu'il me renvoie vers How does language change impact you on translating names or speak your mind slam power poetry. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le nettoyage en amont, mais il y a aussi très clairement ici une redirection vers ma bulle de confort, qui va être évidemment une bulle de linguiste pour moi. Quels enjeux de société, et notamment quels enjeux sur la place de nos langues dans la société? Très rapidement, il y a quand même un énorme enjeu qui est que la recherche sur ces questions est pilotée par les grands acteurs, les GAFAM et leurs équivalents chinois. Donc vraiment une toute petite poignée d'acteurs qui mettent des sommes inimaginables sur la table, 200 millions rien que pour Facebook, ou là, tout dernièrement, Microsoft qui a fait un partenariat avec Elon Musk pour développer un outil qui s'appelle GPT-3, qui n'est pas un assistant intelligent, mais qui est encore mieux. Ils ont carrément mis $1 milliard. Et le problème, c'est que ces acteurs sont à l'entrée. C'est l'octroi, c'est les portes d'entrée de toutes nos actions sur Internet. En tout cas pour les réseaux sociaux et le commerce. Donc, non seulement c'est une toute petite poignée d'acteurs, mais ils sont évidemment à des endroits clés. Et il y a un problème de protection de données des internautes, puisque donc là, à l'été 2019, il y a eu un petit scandale. The Guardian et El País ont révélé qu'il y avait des équipes de centaines de personnes qui écoutaient illégalement les conversations des gens avec Siri afin d'améliorer l'expérience utilisateur en faisant des études sur le type de questions que les gens posaient. Voilà. Les enjeux linguistiques, alors ça c'est le cœur de notre sujet, on a déjà parlé de la standardisation. Comme vous voyez que ces outils sont faits pour lancer des actions, ils vous proposent d'interagir avec eux par le biais de phrases stéréotypées dont ils vous font la liste. Et donc quand vous allez sur comment est-ce que je peux utiliser mes apps ou mes skills, eh bien il faut dire open, start, play. Et si avec Siri, je veux avoir une traduction, il faut que je commence toujours ma phrase. Alors, bon, j'interagis avec Siri en anglais, moi. How do you say in language X? How do you say in French? How do you say in Italian? Si je dis autre chose, il patauge. Le centrage sur l'anglais, comme tous les outils de traduction neuronale, c'est les autres langues en lien avec l'anglais. Et dernier point tout à fait intéressant, nouveau et qui mérite quand même d'être questionné, le passage de la notion de la qualité à celle d'engagement des internautes, c'est-à-dire que ce qui les intéresse, ce n'est pas que ce soit un énoncé considéré comme étant de qualité, par exemple, par comparaison à le score dans bleu, donc la comparaison avec des traductions humaines. Mais non, c'est pour Facebook, par exemple, ce qui les intéresse, c'est d'utiliser les 5 étoiles. Vous avez peut-être vu ça quand vous utilisez Facebook, il vous propose une traduction. Il y a évaluer cette traduction. Et si vous cliquez là-dessus, on vous propose d'évaluer avec les fameux systèmes des 5 petites étoiles. Ou bien pour Amazon, ils avaient lancé un prix doté de 2,5 millions de dollars en 2016 et les équipes devaient améliorer. Et un des critères d'amélioration, c'était le niveau d'engagement qui était mesuré de la manière suivante, le temps que l'internaute passait à, entre guillemets, converser, c'est-à-dire interagir avec le programme, les turns, c'est-à-dire les tours de conversation, et puis une évaluation par une équipe d'humains de l'ensemble de la conversation. Donc ça, c'est aussi un changement tout à fait intéressant. Donc, ma conclusion, c'est qu'on est dans une situation un petit peu paradoxale où on a un multilinguisme de fait de plus en plus grand en ligne et sur les médias numériques. Si on envisage le multilinguisme par le biais de la quantité, le nombre de langues par site ou par programme, leur visibilité et leur accessibilité,
Mais on n'a pas forcément, ça ne se traduit pas forcément par une diversité linguistique. Souvenez-vous, hein, une seule variante de l'arabe contre 9 de l'anglais. Et puis, si on regarde donc les usages pratiques, ce qui est effectivement proposé, pas toutes les langues dans des options féminines et masculines, le degré de maîtrise de langue qui est supposé, et le degré d'intelligibilité mutuelle ou les questions d'identité. Et puis voilà, si vous allez aller plus loin, vous avez un ouvrage très intéressant de James Laos, un article qui va paraître, et puis un travail qui va également paraître avec, là aussi en coédition avec René Desjardins et Philippe Lacour, When Translation Goes Digital, qui est dans les phases finales et devrait arriver pour les fêtes. Voilà. Merci pour votre écoute. Je vais maintenant essayer de quitter. Voilà ça. Bien, Et merci partage beaucoup. d'écran. Est-ce que c'est bien pour vous? Oui, oui. Merci beaucoup pour votre intervention, très riche. Et effectivement, les assistants intelligents méritent, disons, qu'on se penche un peu là-dessus aussi par rapport à cette question des plurilinguismes aussi. C'est toujours un peu les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus des langues, enfin, disons, d'échanges linguistiques qui se font, mais il y a toujours très peu de langues sur lesquelles on concentre ces interactions. Bon, il y aura certainement des questions.